Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette conversation au cours de la nouvelle J. J'ai du coup choisi d'inviter mes copains. Et donc, dans mes copains, évidemment, il y a Grégoire que je présente à peine, hein, de l'équipe Bretagne, là. Il y a Nathan qui, lui, est le directeur de la société Quantum, qui fait de la réalité virtuelle et avec qui j'ai le plaisir de collaborer. Et on va voir si vous intéresse dans la nouvelle chaîne. Et puis Yvan, mon président, et ami, de l'IRTS Email de France, et avec qui nous menons le projet particulièrement d'accès direct au monde d'Alger auprès de l'ARS de France et un peu plus largement malgré ça. Donc on voulait vous parler d'Alger, déjà parce que j'adore ça, mais ça ne se pas, vous le direz, mais de pouvoir se parler d'accès direct. Qui n'a pas entendu parler d'accès direct du tout là, dans le Belgique? Bon, il n'y en a pas. Hein? Qui est au courant de comment on fait l'accès direct maintenant? Ouais, oui, vous êtes nombreux. Hein, voilà. Et qui en fait? Et donc voilà, le challenge, c'est de parler un peu de la formule un peu administrative d'un côté, de ce qu'on doit potentiellement chercher de l'autre, et en même temps, de dire que ces deux devoirs aussi bien de pouvoir les rééduquer et lutter contre la chronicité qu'on retrouve quand même chez à peu près 10% des Belgiques, et du coup de pouvoir agir dans ce sens-là. Yvan, est-ce que tu veux nous rappeler rapidement depuis quand on a le droit de faire de l'accès direct, ce que ça veut dire et ce que ça implique aujourd'hui dans nos pratiques? Alors, bonjour à tous. Donc, la loi a été modifiée en mars 2021, et donc on a deux possibilités d'accès direct. C'est bon. Deux possibilités d'accès direct aujourd'hui qui sont données dans la loi. Donc, plus une expérimentation, parce qu'il y avait une expérimentation qui était faite pour réserver au périmètre sécurité. Et donc, aujourd'hui, l'oncologie et une dose de soins. Voilà. C'est les deux possibilités pour l'accès direct, sachant que ça doit être fait purement dans un espace interprofessionnel. Et donc, l'espace interprofessionnel, c'est une maison de santé aujourd'hui, exclusivement, principalement. Avec une petite dérogation qui va se faire rapidement sur les communautés professionnelles pour lesquelles de santé, ce qui va permettre évidemment d'élargir cet accès direct. Et l'idée de toute façon, c'est d'être en relation avec les autres professionnels, et notamment les médecins, puisque en cas de trace rouge, de pouvoir orienter immédiatement avec le déplacement des patients, et donc faire un diagnostic différentiel, et donc leur accueillir un médecin qui est dans notre cercle de confiance, puisque l'idée c'est de travailler avec les gens, et d'avoir confiance et de pouvoir travailler ensemble. J'ai une question un peu bateau. Tu parlais de phase d'expérimentation sur l'accès direct. Ça a donné quoi par rapport à l'évolution des lombalgies? On sait aujourd'hui par rapport à la lombalgie, le plus gros problème, c'est surtout le passage à la chronicité. Fait en sorte qu'un patient qui vient pour une lombalgie aiguë, un lumbago, une lombalgie non spécifique, évolue favorablement, là où nous, en continu, on est très très fort. On connaît aujourd'hui les facteurs de risque qui font qu'un patient risque de devenir chronique. En quoi est-ce que dans le parcours de soins du patient, nous, cet accès direct est si pertinent? Alors, je vais poser deux questions. La première, c'était des questions intéressantes. Donc, en quoi ça a amélioré le système et l'expérimentation a amélioré le système pour l'enseigner, puisque l'expérimentation a pratiquement pas eu lieu. En fait, l'expérimentation, elle est sortie de la région Rhône-Alpes. Et donc, c'est en Rhône-Alpes, dans une maison de santé, où vous avez déposé les dossiers pour faire cette expérimentation. Et en fait, la loi a été changée avant que l'expérimentation finisse. Donc, c'est bien étonnant. Après, nous, en Ile-de-France, avec le FPS, on a le droit d'avoir accès aux données d'assurance maladie. Donc, on s'est dit, avant que ça commence, on va faire le parcours de l'enfance de fille, parce que c'était soit la lombalgie, soit l'enfance de fille, et on va analyser toutes les données de l'assurance maladie pour voir si déjà le parcours est respecté. Et après, on verra où est-ce qu'il y a des cliniques qui sont en accès direct, et donc on regardera leur parcours pour voir s'il est différent, et donc s'il y a des améliorations
et pour pouvoir répondre à ta première question. La deuxième, je sais plus ce que c'était. Oui. Ben, le parcours patient, ce que l'on voit, et si vous tapez sur Internet, hein, vous faites entorse de cheville, thèse, médecine, il y a un médecin qui a fait une thèse et qui a montré qu'aux urgences, 60% des médecins urgentistes ne respectent pas les critères de la HAS et donc ne prennent pas en charge correctement les patients sur une entorse de cheville, et notamment les respectent les médicaments. Donc là, c'est sûr que si on est dedans, et que comme les IFMK aujourd'hui donnent cette information depuis toujours, principalement aujourd'hui aussi, sur quels sont en fait les bons référentiels et les bonnes recommandations pour traiter l'entorse de cheville, sachant que 80% ou 90% c'est du diagnostic clinique et c'est pas de la radio. Donc, si c'est les cliniques qui prennent en charge, et ça on voit et on sait aussi empiriquement, notamment avec les sportifs, sur tous les cliniques du sport, sur un terrain, ça diagnostique une cheville si le sportif doit retourner courir ou s'il doit rester sur l'entorse. Donc tout ça, c'est, je dirais, pas référencé scientifiquement vis-à-vis de l'assurance maladie, mais justement, le fait que finalement c'est dans la loi, ça va nous permettre de l'affirmer et de le garantir et de reconnaître les compétences et de donc le parcours patient, pas uniquement les sportifs de haut niveau qu'on voit à la télé, mais monsieur tout le monde qui passe 3 heures aux urgences et comme ça avec nous, parce qu'il y a bien de niveau. Là, dernièrement, on était à l'ARS, avec l'ARS au fond du RTS, et du coup, on nous demande de valider nos pratiques. Et donc, la prochaine étape qu'on est en train de mettre en place avec Yvan, je suis pour l'IRPS chargé du projet accès direct avec les polygonie. Et donc, la prochaine étape, c'est avec un médecin, un service d'urgence de l'hôpital Saint-Joseph, de pouvoir mettre en place une expérimentation où l'ultimé, en l'occurrence, c'est le chef de moi, face de la première invention, reçoivent les patients, au moins sur lombalgie et encore aussi, mais probablement sur un peu toute la traumatologie en première invention pour voir ce que ça va donner. Globalement, ce médecin, le chef de service des urgences, qui est comme un copain, me dit de toute manière, sur encore de cheville, vous en savez plus que nous. Nous, en tant qu'urgentistes, on est nuls en encore de cheville. Il dit que ça ne nous intéresse même pas. Donc, ça nous montre en fait aussi une réalité de terrain qui fait qu'on a une compétence et une expérience que globalement les autres n'ont pas, et qu'aujourd'hui il y avait une loi qui nous mettait dans un cadre où on n'existait pas, et que finalement les gens de terrain se disent qu'on a toute logique à prendre notre place, c'est aussi à nous d'apprendre. Donc ça m'amène une question: qui se sent complètement légitime et capable de faire du diagnostic d'exclusion et du diagnostic différentiel aujourd'hui sur une entorse de cheville ou sur une lombalgie commune? Bon, ça nous montre aussi le coup, mais ça veut dire que pour que ça marche, il va falloir que nous, kinés, on se bouge un peu pour modifier, pour augmenter nos compétences, modifier un petit peu nos comportements et avoir des pratiques qui soient cohérentes avec ce qu'on nous autorise à faire. Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a deux choses que j'ai envie de dire. Un, c'est que, comme je vous ai dit sur l'accès direct, nous avions avant des expérimentations qui devaient être déposées dans ce bureau de santé, validées par le ministère et mises en place. Et donc celle de Lyon a avorté parce qu'en fait la loi a changé. Et donc elle n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, la loi a été modifiée et donc dans chaque établissement est libre de faire des expérimentations qu'il veut. Et donc, et bientôt, la loi est en train de changer aussi pour les communautés professionnelles territoriales de santé et les MSC. Et donc, ça veut dire que dans toutes les structures interpro, il suffit que vous soyez un groupe pluripro, avec évidemment un médecin, une chaîne de soins, etc. Mais il n'y a plus besoin d'attendre des dérogations. La seule dérogation qu'il y aura, entre guillemets, qui sera validée par le ministère, c'est si on étend ce que vous voulez, ce que vous faites localement, à l'ensemble de la France. Donc en fait, on a la puissance de tir aujourd'hui, que ce soit dans les établissements, et l'expérimentation qu'a citée Xavier, elle va être validée par Saint-Joseph. Il n'y a pas besoin de valider par le ministère, par l'Agence nationale de santé, etc.
Ça sera juste la direction de Saint-Joseph et la commission médicale d'établissement qui va dire ok, on se fait une expérimentation entre nous et on assure comme ça la qualité du soin. Donc c'est vraiment un tournant parce que c'est vrai que vous ne vous sentez pas capable pour l'instant de prendre un accès direct, mais l'accès direct aujourd'hui c'est juste valoriser vos compétences et c'est juste les mettre en œuvre dans un cadre interprété. Et c'est vrai que ce que vont faire les directeurs d'école, c'est bien qu'ils soient dans la salle, c'est-à-dire que maintenant ils ont l'autorité entre guillemets pour l'enseigner. Parce que c'est vrai qu'on a les compétences, et dans les compétences, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, etc. Et aujourd'hui, on ne nous enseigne pas dans les IFMK à être en accès direct. Et donc aujourd'hui, c'est une possibilité qui est donnée, puisque aujourd'hui, la loi le permet dans les établissements, dans les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire en libéral. Et je pense qu'il y aura un tournant aujourd'hui dans les IFMK qui vont en fait engager ce comportement. Parce que c'est ni tout du monde, ça va faire la kinésithérapie. Est-ce que c'est du domaine de la kinésithérapie ou est-ce que c'est pas du domaine de la kinésithérapie? Et vous êtes tous kinésithérapeutes, donc vous savez quelles sont en fait nos compétences et quel est ce domaine de la kinésithérapie. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Yvan, sur deux choses. Un, sur le tournant qu'on va prendre. Et premièrement, dans ce tournant, il y a une forme de responsabilité que nous devons prendre. À la fois de la part des écoles, de nous enseigner à être capable de faire un diagnostic différentiel au niveau du dos. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, on nous apprend beaucoup à soigner un dos. Mais on ne nous apprend pas encore ce que tu as évoqué, à savoir trier un dos. Est-ce que ce dos est fait pour moi? Est-ce qu'il est fait pour un médecin? Est-ce qu'il est fait pour un chirurgien? Et depuis 3 jours, ou pour un psychologue, bien sûr, ou pour un préparateur physique, ou pour un appart, ou pour un autre spécialiste. Mais depuis 3 jours, avec Xavier, même j'ai envie de vous dire, depuis 4 ans qu'on fait Rééduca, il y a un thème qu'on aborde à chaque fois, que je vais aborder sur ma conférence à 15h sur 100 exos, qui est celui des drapeaux rouges. D'abord, en fait, savoir ce qu'un dos n'est pas. Au même titre, demain, une cheville, savoir ce qu'une cheville n'est pas. Ça n'est pas une fracture. Si ça n'est pas une fracture, j'ai des critères, notamment les critères d'Ottawa, qui sont des critères cliniques que je peux mettre en place, qui ne nécessitent pas de radio, et savoir en fonction de mes critères d'Ottawa si j'ai besoin de passer de radio. Mes drapeaux rouges, au cours de mon interrogatoire et de mon bilan clinique, je sais si j'ai besoin de passer des examens complémentaires sur mes mal de dos. Et en fait, c'est ça qui est passionnant, et c'est en ça que je trouve que cette prise de responsabilité de notre part, qui est de se dire, ok, il y a un moment donné, en fait, en tant que kiné, cette responsabilité, ça va être à nous de la prendre. Et elle peut faire un peu peur, cette responsabilité. Parce que c'est assez facile de se dire, je masse, j'exagère, on est d'accord, je masse, j'étire, je renforce ce que vous voulez, un cours, et au pire, juste, je lui fais un peu plus mal. C'est une autre responsabilité de se dire, là, aujourd'hui, malheureusement, par rapport aux signes que vous avez, vous devez aller aux urgences parce que potentiellement, votre dos, vous avez des signes qui pourraient nous handicaper pour demain. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que vous prenez la responsabilité de savoir, une fois que vous prenez la responsabilité d'être capable de faire le tri, c'est une vraie liberté parce que vous posez vos connaissances sur des vraies connaissances cliniques qui vous permettent demain d'avoir une vraie décision avisée pour votre patient. Et ça, c'est pas très très compliqué. Xavier, je sais que c'est tout le cheval de bataille. Yvan, j'imagine que toi aussi ça l'est. Nathan, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui, au départ, fait peur, mais en fait, une fois que tu sais le faire, c'est très rassurant. Le grand pouvoir, le truc de grande responsabilité, il manque de pouvoir. Il avait bien raison. Mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que si on veut ce pouvoir, c'est une responsabilité. Et en même temps, si on veut que la kinésithérapie progresse, il faut aussi que nous prenions nos responsabilités. Et il faut être sérieux. Alors, on a cet outil qu'on appelle BDM4, bilan diagnostic de kinésithérapie, avec 2 mots dedans qu'on a mélangé à l'époque, c'était un moyen politique en fait. Parce que si on avait mis que diagnostic massif kinésithérapie, à l'époque, on se serait fait tacler par les médecins. Donc, on a mis les 2 mots. Le bilan, c'est un état comparatif de 2 choses. Voilà. Par exemple, c'est ce qu'on va pouvoir faire aussi avec Kinéquantum, c'est de pouvoir faire un bilan. Le bilan, ça va me donner un état en fonction de différents paramètres à un instant T. Et puis, je vais pouvoir à un instant T plus 1 comparer ces différents paramètres. Ça a progressé, pas progressé. Là, juste à l'image, vous voyez, c'est pas un bilan, mais c'est sur les exos, la progression de la personne sur les différents trucs. Alors, globalement, en haut, vous voyez que ça a augmenté, le deuxième, ça a augmenté, baissé, augmenté, baissé. Et puis en bas, ça, le dernier, il a carrément, il est en chute libre, c'est pour ça qu'il est en rouge.
Mais ça, c'est un bilan. On a comparé différents moments, différents états. C'est bien le bilan. Moi, perso, c'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de faire du diagnostic. C'est-à-dire quand j'ai une lombalgie qui arrive, parce que cette lombalgie, alors on pourrait discuter de la véracité de l'étiologie à la virgule près. Hier avec Nathan, on était avec l'équipe de Cochin et notamment François Ranou. Et François tient à dire qu'il n'y a pas une étiologie hyper fine qu'on puisse donner, mais on peut donner des grandes typologies. Est-ce que je suis dans un schéma discal? Est-ce que je suis dans un schéma articulaire? Est-ce que je suis dans un schéma de végétement antérieur? Est-ce que, voilà, et finalement, ou un schéma de mobile, par exemple. Et en fonction de ces schémas, donc de ces étiologies, qui ne sont pas forcément un nom strict de pathologie, mais une tendance, je vais être capable de définir le bon plan de traitement. Et donc, ce diagnostic, c'est ce que l'on doit aussi apprendre à faire. Alors, c'est une révolution, hein, quelque part. Moi, quand j'ai fait mes études à l'école, mais de temps immémoriaux, c'était le millénaire dernier, on n'avait pas appris ça hein, en rhumato, on était très très loin. Et puis, avec le temps, ça finit par arriver. Et je pense que ça fait partie des points sur les travaux. Diagnostic différentiel, parce qu'un modèle articulaire ne se traite pas comme un modèle discal, qui ne se traite pas comme un végétement antérieur, ou comme un vaisseau de musculature et éventuellement à titre d'instabilité. Et qu'une fois que je détermine le modèle, je peux mettre en place le plan de traitement, qui est peut-être plus de la thérapie manuelle d'un côté, peut-être plus de l'activité physique sans l'exo, enfin, pour reprendre un des petits chapitres chez nous, et en même temps, ça n'exclut pas le modèle, au-delà du physique, le modèle biopsychosocial, où effectivement, il peut avoir aussi des croyances, un fait au casque, voilà, ce qu'on rencontre quand même fréquemment quand on fait des lombalgies chroniques, ça représente 80% de mon activité des lombalgies chroniques. Je crois qu'il y a un terme aujourd'hui qu'on n'utilise pas. Est-ce que vous faites des séances de kiné ou est-ce que vous faites des consultations de kiné? L'accès direct, c'est la consultation. Et la consultation, c'est le bilan. Et c'est en fait, est-ce qu'il y a besoin d'un traitement ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un traitement ou est-ce qu'il y a besoin d'un traitement par quelqu'un d'autre? Et aujourd'hui, l'accès direct nous donne cette responsabilité de consultation. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, dans tous les outils numériques et les schémas numériques demain qui nous permettent de correspondre avec les autres, en fait, il y a une nomenclature. Et dans cette nomenclature, il faut savoir si vous êtes un exécutant et fait des séances ou si vous êtes un consultant et donc un diagnostiqueur et donc en accès direct qui va pouvoir décider quel est le traitement pour cette personne. Et c'est la responsabilité. Donc, utilisez les mots de consultation et vous pouvez même le dire aux patients, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop l'habitude parce que généralement ils attendent qu'on leur fasse des séances, mais on peut tout à fait se comparer à un chirurgien qui consulte et puis après qui dit je vous opère ou je vous opère pas. Ben là, c'est je consulte, je vous fais de la kiné, je vous fais de la kiné. Et c'est pas je vous fais de la kiné tout de suite, les yeux fermés sans savoir, etc. J'ai une question là-dessus quand même. Alors, moi je ne suis pas kiné, je pense que je suis l'un des seuls ici à pas être kiné au final. Mais sur l'accès direct, ça implique des responsabilités, c'est ce que vous avez dit, mais du coup, quand on a raison, quand on sait, quand on est formé, quand on se sent apte à prendre en charge un patient et donc plus que le prendre en charge, à décider de le prendre en charge, on va le réorienter. Si on se trompe, enfin, si vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Forcément, la loi doit inclure la même chose que pour le médecin. Je veux dire, la médecine, comme la kinésithérapie est un art, on a le droit à l'erreur, on a une obligation de moyens en fin de résultat. Et si on se trompe, la meilleure des choses, c'est de se poser la question de savoir si on se trompe ou si on ne se trompe pas, garder un contact avec le patient, et si on se trompe, s'en apercevoir. Je vais essayer de faire un mélange un peu des réponses de tout le monde. C'est une super bonne question, Nathan. Et je vais reprendre ta formule un peu du chirurgien. Le chirurgien, admettons que demain, il a un spondylolisthésis. Il ne va pas l'opérer pareil que si jamais il a une hernie discale. Il ne va pas l'opérer pareil que s'il a une fracture vertébrale. Il ne va pas l'opérer pareil que s'il a une tumeur. On est d'accord. C'est pareil pour nous en tant que kiné. On ne va pas avoir le même traitement en fonction de la science étiologique qu'est-ce qu'on a mis. Mais la différence qu'on a avec le chirurgien, c'est que nous, à aucun moment on anesthésie. Généralement, on y ouvre le dos, on met un matos et on se dit ah merde, je me suis trompé. Il n'y a pas de faire.
mais, mais aujourd'hui, nous, en tant que kiné, vous m'entendez toujours maintenant, on a un vrai but et qui englobe tout le système psychosocial et mécanique qui est à la fin d'une mise en place d'un traitement où on aurait posé une étiquette qui serait à ce moment-là, lors de notre consultation du bilan du diagnostic, la plus probable. On met en place un traitement, le patient revient et on lui demande c'était mieux, c'était moins bien ou c'était pareil. Et en fait, lui, il va nous dire ah, c'était vraiment moins bien. Bon, bah, ça veut dire que j'ai pas fait la bonne opération. Ou en tout cas, je suis allé peut-être un peu fort, ou pas assez loin, ou ainsi de suite. C'était bien, cool, coup de bol. L'étiologie que j'avais posée à ce moment-là était la bonne, et je continue dans ce sens-là. Où il ne s'est rien passé, bon, bah, je lui ai ouvert le dos pour reprendre la formule du chirurgien. J'ai pas mis en place le bon traitement, il faut que je continue de chercher. Donc, en fait, ce droit à l'erreur, moi, je dirais que c'est même pas un droit, c'est une obligation à l'erreur de diagnostic. Il y a tellement de facteurs qui peuvent déclencher. Je te vois bouger parce que je sens que tu as envie de rebondir. Mais c'est ça. En fait, ce droit à l'erreur, moi, je m'invoque, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école. Et je suis parfois très peur avec les écoles. Où à l'école, on a une culture scolaire de vous ne devez pas vous planter pour répondre bien à un examen. Or, en fait, là, avec un patient, c'est comme si tu avais ton examen, ton correcteur à côté, et tu dis est-ce que la bonne réponse c'est la B ou la C? Il te dit bah, regarde le résultat, ah bah c'était la C, et après tu corriges et tu mets quand même la C. Les patients sont très bons pour ça. On apprend plus de nos échecs que de nos réussites. C'est vous vous plantez avec un patient que finalement, vous allez progresser. Quand vous réussissez, vous confirmez juste que ce que vous faisiez, c'était bien. C'est déjà super, hein, et même pour un patient. Mais vous n'avez pas progressé. Ça, c'était le premier point. Qui n'a pas vu Dr House? Bon, alors c'est bizarre parce que c'est le même qui est le seul à pouvoir faire un accès direct. Alors, il y a quelque chose qui nous échappe. Quand vous regardez Dr House, il vous pose un diagnostic. Puis en général, au bout de 10 minutes, le patient, au lieu de guérir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aggrave. Là, il engueule Forman, il fera tous les coups. Et finalement, il fait quoi après? Il change pas le traitement. Il change de diagnostic. Et quand on dit qu'on pose un diagnostic, on pose l'hypothèse étiologique la plus vraisemblable le jour J. Celle qui, dans l'état actuel, à l'instant T de nos connaissances, nous paraît la plus logique. Et si vraiment ce jour-là, j'hésite encore entre deux, eh bien, je ne vais pas choisir d'aller lui opérer le dos et de lui faire une arthrodèse des 24 étages, mais je vais peut-être me dire que le premier traitement qui ne pose pas trop de problème, je vais commencer par celui-là. Si jamais il marche, on est content. S'il ne marche pas, il sera temps de l'opérer demain. Dans l'autre sens, ça marche moins bien. Donc, pour répondre à Nathan, pour tout, oui, on pose une hypothèse étiologique. On appelle classiquement le diagnostic, hein, mais c'est l'hypothèse étiologique la plus vraisemblable le jour J. Et par contre, on fait revenir à la séance d'après avec une évolution de ces symptômes, eh bien, on va justement pouvoir petit à petit faire changer, faire évoluer cette hypothèse, parfois pour aller vers un autre traitement, le cas échéant. Du coup, moi, qui ne suis pas kiné aujourd'hui, je me dis, il y a beaucoup de monde dans la salle qui ne se sent pas prêt à recevoir des patients en consultation, à faire de l'accès direct, à émettre des diagnostics, et donc à se tromper. Enfin, forcément, vous allez vous tromper et tout le monde se trompe. Moi, pareil dans mon travail, parfois je pose des questions à des kinés. Est-ce que tu reçois des personnes âgées? Non, bon, bah très bien, je me suis planté. Tu es un kiné extraordinaire qui ne reçoit pas de personnes âgées alors que la majorité reçoit 60% de patients âgés. Bon, très bien. On apprend, on essaye d'avancer, mais derrière, je pense qu'il faut se former. Je pense que c'est ce que tu proposes aujourd'hui, Grégoire, ce que tu proposes aujourd'hui, Xavier. Et en même temps, ne pas avoir peur de s'entourer d'outils, de se mettre en question systématiquement. C'est le seul moyen de valoriser la profession, à mon avis, mais de vous valoriser en tant que personne, et pas que pour vous-même, mais même pour vos patients. Admettre qu'on s'est trompé, admettre qu'on a appris quelque chose, poser la question, et finalement, c'est ce qu'on disait hier sur la cervicalgie, prendre un patient et le rendre acteur de sa rééducation, c'est aussi faire avancer le diagnostic et faire avancer le patient. Parce que le diagnostic, c'est bien, la thérapie, c'est bien, mais il y a le psychosocial. Et aider le patient et le faire interagir, c'est extrêmement important. Moi, je vois beaucoup de patients avec vous, kinés, évidemment, et je leur pose plein de questions. Et en fait, on se rend compte qu'une fois sur deux, globalement, ils ne sont pas très acteurs. Qu'est-ce que vous faites comme exercice avec votre kiné?
Ouais, ils font. Bah, rien, devant leur kiné, en pas d'autre. Et le kiné à côté, forcément, est un peu choqué de cette réponse. Puis l'énonciation de la thérapie arrive, et en fait, le patient comprend qu'il est en train de faire des choses, comprend pourquoi il le fait, mais parfois, j'ai l'impression qu'il a fallu que j'arrive pour créer ce lien de je comprends pourquoi vous travaillez, je comprends ce que vous faites avec moi, et le thérapeute comprend aussi que le patient n'avait pas compris, et peut-être s'il y a une faute partagée, enfin une faute, une amélioration surtout à voir avec son patient et avec les autres patients. C'est tout à fait juste. Je pense qu'on nous enseigne des techniques, mais néanmoins, on ne nous enseigne pas à faire comprendre aux patients ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a eu des études dans les IFM4 qui ont montré qu'on avait des étudiants qui ont posé des questions aux patients et qui ont eu le même résultat que tu dis, c'est-à-dire que votre kiné est comment? Super sympa. Vous comprenez ce qu'il vous fait? Non. Ça vous fait du bien? Oui. Voilà. Et je pense que l'accès direct, c'est pareil. C'est-à-dire que le diagnostic différentiel, on le fait tous. C'est-à-dire quand c'est la propre de la kinésithérapie, on voit les gens à plusieurs fois. Donc clairement, on est comme M. Jourdain, on fait de la pause sans le savoir, on fait de l'accès direct sans le savoir. Mais à un moment, il faut mettre des mots sur des gestes, et c'est pour ça que la formation, aujourd'hui, si on regarde la formation qui avait été prévue dans les expérimentations, c'était apprendre l'interpro. Donc, grosso modo, tes médecins, coucou, quels sont les éléments qui t'intéressent dans mon bilan et quels sont les éléments qui m'intéressent dans ton bilan. Donc, on apprend à travailler ensemble. Voilà. Et puis après, dire, bon, ben, le diagnostic différentiel, les drapeaux rouges, c'est ça, ça, ça. Tu connais? Oui, non. Ben oui, tu connais. Oui, bon, c'est ça. Voilà. Si je prends l'exemple de la vaccination. La vaccination, les kinésithérapeutes, on peut vacciner parce qu'on a fait le principe de pouvoir vacciner en disant qu'on vaccine, etc. Voilà. La formation de la vaccination, c'est 2 heures d'e-learning. Et là, tu suis déroulé, tu dis bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Voilà, on dit en facile. Et puis après, on dit ah, il faut une formation en centre de vaccination avec un médecin ou quelqu'un qui s'est vacciné. Et alors, le médecin il arrive et puis il dit la technique, on peut dans le deltoïde. Tu connais le deltoïde? Ah oui, je connais le deltoïde. Tu sais, on sait ah oui, je connais ça. Bon, ben c'est bon, c'est fait. Voilà. Et il y en a qui disent ah, il faut une formation théorique, je ne sais pas comment le faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, on est tous capables de faire de l'accès direct, mais à un moment, il faut qu'on s'aperçoive que c'est l'accès direct. Si je peux te répondre sur une chose, tu disais, on va apprendre qu'est-ce qui vous intéresse comme élément de bilan, qu'est-ce qui vous intéresse comme red flag, est-ce que vous les connaissez. Mais on n'a pas demandé est-ce que vous vous appelez, est-ce que vous vous parlez. Et ça, honnêtement, les maisons médicales, c'est un énorme point positif. Je le vois chez mes clients. C'est énorme, c'est génial. Enfin, nos bilans, nos exports de séances sont partagés entre les médecins et entre les kinés. Et il y a une vraie interprofessionnalité. Mais ça, il faut vraiment le renforcer. Il faut appeler les médecins, il faut se parler, il faut faire des réunions. C'est ce qui a l'air de marcher. Mais l'évolution qu'on a portée tous, toute la profession, parce qu'on était 16 organisations à porter la réforme des études allant vers l'universitarisation. L'universitarisation, c'était quoi? C'était être assis avec les médecins, ou avec les sages-femmes, ou avec les autres, en disant à un moment, on a une culture commune, on sait ce qu'on fait les uns les autres, on suit les mêmes cours, on en parle. Et quand tu as des formations interpro, on parle, mais on n'a pas beaucoup de lieux. Voilà. Et après, c'est vrai que pour avoir exercé 10 ans à l'hôpital, quand tu as un staff médical avec le professeur du service, tous les internes, un interne qui lève la main, qui se fait tacler avant qu'il l'ait levé. Voilà, toi kiné, tu as plein de questions à poser, n'hésite à les poser. Pour vraiment avoir des gens comme François Ragnou avec le chien qui disent bon, vous en pensez quoi? Mais si en fait celui qui est autour dans une équipe ne dit pas à un moment vous en pensez quoi, c'est difficile d'arriver à dire moi je pense que. Voilà. Surtout quand certains médecins te disent les kinés c'est toujours 2 ans d'études. Vous avez probablement vu la campagne là qui ressort un peu sur les médias de la CNAM. Lombalgie, le bon traitement, c'est le mouvement. On était parti de lombalgie, le bon traitement, c'est le médicament un peu. Donc on s'est frotté un peu, en l'occurrence moi tout petit. À la CNAM, ça a été parfois assez violent. Mais on est quand même arrivé à mettre le mouvement en avant, ce qui était déjà pour les kinés, je trouve, génial. La première campagne, c'était parlez-en avec votre médecin, et maintenant, c'est parlez-en avec les professionnels de santé. J'ai bataillé dur.
Et aujourd'hui, je vous laisse deviner qui la FNAM vient chercher pour faire ses campagnes sur le digital. Et moi, je suis hyper fier quand je bosse avec eux. Je leur dis, vous n'imaginez pas à quel point, là c'est la saison 2 que j'ai fait la première saison avec Jarry, j'ai fait la deuxième saison avec Fatou Guinéa, qui sont des personnalités très reconnues dans le grand public. Et c'est moi qui consulte pour l'écriture des scénarios. Et je trouve ça génial en fait. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'historiquement, ils ont déjà eu au sein de la CNAM des conversations avec Xavier qui leur a expliqué ce que c'est l'anomalie. Et du coup, historiquement, le hasard a fait qu'aujourd'hui, quand ils viennent vers moi, qui suivent dans la même lignée de Xavier, j'ai exactement le même son de cloche que Xavier en me disant le bon traitement c'est le mouvement. Et aujourd'hui, moi j'ai pas mal d'abonnés qui m'envoient juste la campagne de la CNAM en me disant regarde, il y a la Sécu qui a le même slogan que toi. On va pas forcer des trucs. C'est moi qui leur ai piqué l'idée parce qu'elle est très bien. Mais c'est vrai que c'est une grande fierté aujourd'hui de se dire en fait qu'on a pas de faire une campagne sur l'anomalie, c'est au kiné qui s'adresse. Et donc ça c'est ce travail, vous imaginez même pas les heures de boulot qu'il y a eu en amont. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Pour ceux qui veulent me retrouver, on va à 15h sur l'atelier 100 exo, avoir un peu plus de cas pratiques à la fois sur du bilan, sur du rappel de drapeau rouge, sur ces différentes étiologies qu'on peut trouver chez les lots magiques. Donc, ce sera sur l'atelier là-bas à 15h. Merci beaucoup, Nathan. Merci, Yvan. Merci, Nathan. Du coup, je voudrais qu'on continue justement, alors un peu avec Nathan, on a travaillé donc, pas mal avec l'équipe de François Ramy, de l'équipe Alcochon, François avec qui s'est battu main dans la main tous les deux dans cette campagne avec la CNAM, de travailler sur l'actif. Alors ils ont mené une étude sur tous les cantons sur la cervicalgie chronique, mais aussi on peut travailler vraiment sur les noms d'actifs. Moi j'ai l'intime conviction que nous sommes régulièrement pas très forts en kiné, pas tant sur les exos qu'on propose, mais sur un peu le manque de diversité et surtout le fait de ne pas créer une posologie. Si le médecin vous disait vous prenez la boîte de médicaments et débrouillez-vous avec, vous seriez bien embêté. Vous avez besoin de vous dire c'est un matin, un midi, un soir, ou un matin, un soir, mais pas de midi, c'est tel dosage et compagnie. Eh bien, dans nos exos, quand on donne de l'actif à faire aux patients, il ne faut pas vous plaindre s'ils ne le font pas quand vous leur dites il faudra faire un peu les mouvements. Hein. Voilà. Donc, rassurez-vous, quand c'est là, ils sont très gentils, ils vous écoutent, ils les font un peu, voire très peu, voire pas. Voilà. Faut les piéger, il faut leur dire, quand ils reviennent à la séance d'après, montrez-nous, vous les avez fait, oui, montrez-moi. Ah, je m'en souviens plus trop. Là, il vous a menti, hein, il n'a rien fait, on est clair. Donc, il faut les piéger, il faut leur donner des trucs, il faut leur dire c'est ton mouvement, c'est ton mouvement le matin, ton mouvement le soir, c'est 10 mouvements pour ceux qui auraient pu faire par exemple du mécanisme dans cette logique de mouvement répété, c'est 10 mouvements, c'est une fois par jour, c'est comme vous voulez, peu importe, il faut leur donner un truc précis. En PNL, on parle de fixer un objectif quantifié, atteignable, réaliste, et de vérifier, de permettre à la personne de vérifier qu'elle a atteint son objectif. Et justement, c'est un des outils que je retrouve dans la réalité virtuelle. Peut-être maintenant, tu vas pouvoir nous faire une petite démo. Oui, avec grand plaisir. Et même avec un cobaye, un volontaire de l'audience. Mais justement, de pouvoir avoir des exos, donc l'idée, ça me gonfle en fait, d'être à côté et de leur dire allez, faites les exos, puis je vous regarde. Perso, j'ai du mal à le faire, mais du coup, la réalité virtuelle est un bon moyen, en tout cas, que j'utilise, et que j'utilise vraiment sur des lombalgies chroniques, parce que ça a un intérêt, et on parle de réalité virtuelle. Là, je ne sais pas ce que tu as prévu, pour tu vas peut-être être gentil, mais on peut vous faire la du squat, vous ne donnez pas plus de 5 minutes, vous sortez avec des gros groupes comme ça. C'est de la réalité virtuelle, mais c'est de la rééducation bien réelle. C'est un bon moyen pour faire de l'actif. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, hein. C'est un adjuvant complémentaire. Évidemment, vous irez voir Grégoire pour ceux qui le veulent à 15h.
qui vous donnera d'autres moyens de travailler de manière intéressante. Globalement, là, pendant qu'il bosse, en fait, il a choisi 3 exos, il est en train de régler les paramétrages, mais vous voyez que globalement, alors là, l'écran est pas tactile sur celui-là, mais au cabinet, en plus, moi j'ai un écran tactile, c'est hyper facile à faire. C'est comme sur une tablette, il y a 3 paramètres, vous bougez les paramètres, vous changez la durée, l'intensité, l'inclinaison, on peut mettre si le droitier, gaucher en fonction des exos. Là, on va lui mettre le cercle de la réalité virtuelle. Les lunettes passent dedans. Voilà. Heureusement, il va pas plus loin. Une fois, j'ai mis la réalité virtuelle sur une façon comme c'est rigolo. C'est un mauvais choix. C'est un choix quand il est dans le mur. Donc, en fait, il va y avoir le plus de maintenant dans le travail. C'est mieux. Donc, deux petits capteurs là, mais il peut en avoir d'autres potentiellement. Voilà, vous voyez, il y a directement les capteurs de les voitures. Et en gros, ah oui. Et donc, c'est ce qu'ils vont en voir avec le masque. Alors, ils vont là maintenant des consignes dans les oreilles. Ces consignes sont notées sur l'image. On lui demande en fait de faire une flexion complète des lombaires. Et là, on va travailler la flexion lombaire en excentrique. Vous avez le choix de la travailler en concentrique ou en excentrique. L'idée de vous montrer tout ça quand même dans le cadre de la prise en charge en lombalgie, d'accord, de la prise en charge directe en lombalgie, c'est de pouvoir avoir des situations reproductives. Vous aviez parlé de posologie tout à l'heure, justement. On peut quantifier ce qu'on fait, on peut travailler sous forme de difficulté, sous forme d'amplitude, et là, ça nous permet vraiment de... Allô, 0, c'est nul. Mais là, ça sera extrêmement bien. C'est vrai, il faut décevoir beaucoup de vaisseaux pour avoir quelque chose. Donc là, vous voyez, il travaille vraiment sa flexion lombaire en excentrique. Les exercices suivants vont permettre de travailler l'inclinaison lombaire, et enfin le dernier va permettre de travailler de manière plus globale le membre supérieur, les lombaires, avec un enchaînement de coordination. Et donc on y revient pour faire la lombalgie. Ça c'est le petit dernier que j'avais pas vu en fait, c'est celui que j'ai demandé à Lucas. Tu es exactement à l'origine de cet exercice, j'avais complètement oublié, mais c'est la vérité. Donc pour le coup, j'avais trouvé qu'on manquait d'exos, on pouvait travailler un peu la flexion, l'extension, qui est quand même un paramètre majeur dans la lombalgie, travailler notamment le stylo. Et du coup, j'ai vu avec l'équipe de Kinéquantum pour leur dire, voilà, moi je trouve que j'aurais besoin d'un exercice où je recrute les stylos de manière un petit peu plus prolongée et aussi courte que ce qu'on avait. Et du coup, je découvre là en direct parce que c'est pas la mise à jour installée encore. Sous bâton dégagé. Voilà, exactement. Donc là, on a paramétré une amplitude de 70 degrés de flexion de lombaire, ce qui est, on va dire, au 80% du maximum de ce qu'on est capable de faire. Et après, vous avez la main, bien évidemment, pour passer à la suite. Là, il s'en sort très bien. C'est pas mauvais. C'est toujours un félicité sur ce président. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, il y a Yvan qui travaille, et tous les autres qui ne travaillent pas grand-chose. Le gros intérêt que c'est mon autonomie. C'est-à-dire que la première séance qu'on reste avec, en fait, on va aussi pouvoir développer l'autonomie dans l'idée de se sortir de. D'ailleurs, on a parlé de consultation, de séance. Parfois, il y a un repos, c'est plus en charge. Donc, celle-là, c'est qu'il a été sur les bras. Justement, là, on va un peu dans le. Pas je le fous dehors, mais
quand même, le but n'est pas de créer de la dépendance avec nos patients, mais de les rendre autonomes est une bonne idée. Là, je décris un petit peu l'exercice. Il reçoit des consignes dans les oreilles qui lui demandent de joindre ses pieds et de garder les bras le long du corps. On va travailler sur des inclinaisons lombaires, donc on ne parle pas dans un premier temps au patient, parce que l'un des avantages, c'est de dépasser l'inclinaisiophobie. Si on lui parle spécifiquement de son mouvement et pas d'objectif à atteindre, là, en l'occurrence, éviter les branches, le patient risque d'avoir une appréhension à réaliser ses mouvements. On peut aider notre patient. Hein. Peut-être la grande solution. Donc évidemment, pour régler l'amplitude, vous avez un patient qui est algique et tout, vous allez vous mettre une amplitude faible, vous avez un direct, vous mettez une amplitude faible, puis petit à petit, vous allez pouvoir augmenter l'amplitude. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé la réalité virtuelle? C'est peu. Il n'est pas trop tard. Ah, un peu plus la France. Il suffit de ne pas vous déplacer. Oui, ce que vous ne voyez pas là à gauche, il y a un petit. Le patient, lui, il voit dans le masque, et nous, à l'écran, on voit un petit tableau qui nous donne en fait les valeurs et est-ce qu'on est plutôt bien dans les valeurs, est-ce que ça progresse, est-ce que ça régresse. D'ailleurs, pour finir un petit peu sur la lombalgie, moi aussi tu parlais des études qu'on a faites pour sa lombalgie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 3 études en cours sur la lombalgie chronique spécifiquement. Donc à l'hôpital Saint-Joseph, vous avez un programme qui commence sur la prise en charge également. Un Henri Mondin, donc avec le professeur Graciès et son équipe, et le CHU de Clermont-Ferrand. Donc là, l'idée, l'exercice s'adapte en fonction du patient. Plus il réussit, plus ça devient compliqué et plus on va aller tirer sur ce dont il a besoin. Donc là, on a un objectif lombaire, plus il va réussir, plus les mouvements, vous allez voir, vont solliciter ce mouvement lombaire et forcément, on s'adapte. On ne peut pas mettre le patient en échec, bien au contraire. Par expérience, le retour des patients est très positif, hein. Quel que soit leur âge. Les plus jeunes sont contents, mais les moins jeunes aussi, en fait. Et je peux raconter mon petit truc, que j'ai fait du tout, aussi. Le retour majoritaire majeur qu'on a, c'est vraiment que les patients deviennent vraiment acteurs de la rééducation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut l'intéresser, il faut l'autonomiser. Et ne pas l'autonomiser pour le laisser dans un coin, il faut l'autonomiser pour le rendre vraiment sûr de ce qu'il est en train de faire, lui apprendre le mouvement et qu'il l'intègre de vrai. Donc là, vous voyez, il est extrêmement fort, du coup. Et je ne sais plus faire ça en Belgique. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas faire. J'ai en Belgique, sans la réalité virtuelle, des mouvements, comme ça et tout. Voilà. Je n'ai pas trouvé encore. Peut-être que je me sens mal. Mais le vent est hyper fort. On voit peut-être la vie. Donc, il y en a un peu pour toutes les autres, mais évidemment, on a plutôt ciblé lombaire. C'est pas, vous voyez, le sourire malgré tout, qui est quand même un bon critère. Voilà. Et
ça permet à un patient qui potentiellement arrive chez vous dans un état où il n'est pas encore, où il est plus ou moins content de venir en rééducation, même si le kiné est sympa. Ah, j'ai le kiné, il est sympa. Ouais. C'est pas un métier quand même. Et malgré tout, là, on arrive à lui donner un peu la banane, autrement qu'en lui racontant des blagues pourries. Donc, c'est un côté chouette. Voilà. Moi, je trouve que c'est un vrai outil, je m'en sers beaucoup. C'est à l'autre bout de l'accès direct, hein, on est bien d'accord. Là, on est dans la technique de rééducation, la technologie de rééducation, où on n'est pas du tout dans le diagnostic de départ, mais qui est un moyen de travailler activement. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est devenu un point important. Et pour nous, l'actif a encore plus de sens quand on a réussi par d'autres moyens, ou d'autres techniques, ou d'autres méthodes, à réguler donc la douleur de notre sujet. Rappelez-vous que quand vous faites de l'actif sur quelqu'un qui a mal, vous ne faites pas de l'actif, vous faites de la nociception. Quand vous faites de l'actif chez quelqu'un qui a plus mal, potentiellement vous faites du renforcement de la coordination motrice, tout ce que vous voulez. Mais vous ne renforcez pas son schéma douloureux. Faire de l'actif en permanence chez quelqu'un qui a mal, c'est juste de renforcer son schéma douloureux, c'est pas mal. Donc, sur cet exercice, moi je trouve ça très bien, parce que c'est vrai qu'il y a une diversité d'exercices qui est intéressante. Et c'est vrai que moi j'utilise la Wi-Fi depuis plus de 10 ans en cabinet. Et c'est vrai que je vais trouver pratiquement tous les patients dessus. Dieu, gastrose, potassium, champion de ski, j'ai vu une championne de France de ski qui en fait était nulle sur la partie ski. Mais c'est pas la vérité. Voilà, mais c'est vrai que quand on dit, les gens aiment, et qu'après ils voient d'une séance à une autre s'ils progressent, et ils voient, moi j'ai les scores sur 10 ans, s'ils sont les premiers ou pas les premiers, c'est vrai que quelqu'un qui se fait dessous, qui arrive déjà au premier, je fais tout ça va. Voilà. Il y en a qui n'arrivent pas aux 10 premiers, parce que sur la Wiki, il y a les 10 premiers. Et voilà, c'est des éléments comme ça qui permettent d'accepter la rééducation. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui disent j'ai la rééducation, c'est la normative, etc. Et en fait, on a toute une intelligence de pouvoir diversifier nos exercices, et avec des outils comme ça, ça découpe complètement notre imagination. Un dernier mot quand même, on est sur l'accès direct, on l'a dit, des nouvelles responsabilités essentiellement. Et avec la Wi-Fi, c'est vrai qu'on n'existerait pas aujourd'hui sans la Wi-Fi, ça c'est sûr et certain, ou sans d'autres outils. Maintenant, on a un dispositif médical et ça, vous, dans cet accès direct, dans vos responsabilités, c'est très important. Parce que l'obligation de rien, c'est aussi de s'équiper de dispositifs médicaux qui ont été testés et validés. Et c'est vrai que ça, c'est une chose très importante que l'on apporte comparé à la Wii, effectivement. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir 3 filles. En fait, elles ont testé tous les jeux et je les ai vues tester tous les jeux. Donc après, j'ai pu choisir dans les jeux lesquels on pouvait faire. C'est vrai qu'on ne toujours les pas, mais par contre, mais tester tous les jeux, c'est pas le temps. C'est vrai que les dispositifs médicaux étaient vraiment chers à l'époque, maintenant ils sont complètement accessibles. Et donc les traitements, c'est une change. Eh bien, merci beaucoup. Alors, 15h, il y a Grégoire, si vous voulez faire l'espace atelier. 14h, en plus, j'ai vu Alexis qui est arrivé, qui est notre expert du trigger. Juste en face, pour ceux qui s'intéressent, on va parler de trigger point, puis à 14h30 de dry needling, qui est un diagnostic différentiel potentiellement de ces radiations dans la lombalgie, dans le membre inférieur et dans le dos. Donc pour ceux qui s'intéressent, on a un atelier trigger point juste en face dans 2 minutes qui va commencer. Voilà. Merci beaucoup, merci Yvan. Merci beaucoup.